Marseille et Bordeaux, qui ont fusionné en 2013 et qui ont donné la plus grande business school en termes d'étudiants en France, vu qu'on est à plus de 13 000 étudiants. Alors comment est-ce qu'on arrive ingénieur pédagogique? Il y a plein de chemins officiels. Moi, j'y suis arrivé par totalement l'autre bout. Voilà. J'ai commencé à 18 ans, directement je suis rentré dans la Marine nationale, donc on voit tout de suite qu'il y a une différence entre les deux. Comme disait un étudiant la semaine dernière, il me disait, mais entre la Marine nationale et les neurosciences, l'hypnose, je fais un peu d'hypnose aussi. Et donc du coup, ils m'ont dit, c'est un petit peu deux salles, deux ambiances. Voilà, le langage de Jones, j'ai dit oui, effectivement. On passe pas de l'un à l'autre assez facilement, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un parcours qui a fait que j'ai beaucoup travaillé dans l'informatique, etc. Et en fait, à un moment, j'ai décidé de reprendre mes études, j'avais 30 ans, et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai découvert ce qu'était l'enseignement supérieur, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il y a une vraie erreur avant, c'est-à-dire qu'on fait croire aux jeunes, aux enfants, etc., qu'en réalité, ils vont passer toute leur vie à uniquement apprendre toute la journée des choses en mode tu mémorises et tu dois le savoir pour le moment où on t'interroge dessus. Et après, c'est fini, tu peux l'oublier, on s'en fiche. Et donc du coup, moi j'étais un peu contre ça en me disant mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que je devrais faire ça toute la journée? Donc du coup, j'ai fait ce qu'on appelle la pédagogie inductive, où au final j'ai beaucoup appris sur le terrain, et puis à 30 ans, j'ai découvert qu'il y avait plein de théorèmes, plein de choses qui allaient derrière et qui m'expliquaient. Et donc depuis 3 ans et demi, en fait, j'accompagne les enseignants à repenser leur pédagogie pour justement mettre plus de la classe inversée, plus d'activités, faire en sorte que les gens bougent pas mal, les étudiants bougent pas mal, et qu'au final, ils s'approprient l'enseignement. Déjà, la première erreur qu'on fait, et donc ça a été prouvé depuis un petit moment, mais c'est déjà, on parle de transmission. La transmission, c'est, on part, on fait partir le message, il arrive de l'autre côté, et quelque part, il n'a pas été altéré. Le message a été transmis directement. Et donc pourquoi est-ce que c'est une erreur? Parce qu'en réalité, notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Pourtant, à l'époque, quand on a créé l'enseignement, on s'est dit, bon bah finalement, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais tout ça, je vais essayer de l'organiser, je vais essayer de le faire le plus simple possible, et puis finalement, quand je vais le transmettre, de l'autre côté, l'enfant, l'étudiant, etc., et bien en fait, il va prendre tout ce message-là, et puis bah, il va venir se nicher quelque part, et puis ensuite, il y aura juste à l'interroger. Un petit peu comme si nous étions un livre. Sauf qu'en réalité, nous ne sommes pas un livre. En réalité, le cerveau, plus on travaille à comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, et plus on se rend compte qu'en réalité, l'information, quand elle arrive, elle est éparpillée, éclatée. Elle va un peu partout dans le cerveau. Quelle est la problématique? C'est qu'au final, du coup, si vous apprenez par cœur, bah finalement, ça ne vous sert pas à grand-chose. Parce qu'en réalité, vous êtes juste en train d'essayer de fabriquer une feuille à l'intérieur de votre cerveau. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est fabriquer de nombreuses façons qui vous permettent de reconstruire cette information. Ce qui est le plus embêtant avec même les neurosciences, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui circulent comme les neuromythes. Est-ce que vous savez ce que c'est? Qui sait ce que c'est, un neuromythe? Un neuromythe, en fait, c'est quelque chose qui circule sous couvert de science et qui est totalement faux. Par exemple, cerveau droit, cerveau gauche. Ah non, lui, il est cerveau droit. Oh non, lui, il est cerveau gauche. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de cerveau droit, pas de cerveau gauche. Ça a été prouvé. C'est-à-dire l'ensemble du cerveau est utilisé et au final, il n'y a pas une partie du cerveau qui est beaucoup plus quelque chose qu'une autre. Pourtant, ça continue de se répandre. C'est pareil, on va vous parler du fait, alors celui-là, heureusement, il y a de moins en moins de monde qui y croit, mais qui est, finalement, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Alors ça, je vous rassure, c'est totalement faux. On utilise tout le cerveau et tous les problèmes qu'il y a eu de cerveau, d'accidents, etc., qui ont tué n'importe laquelle des zones du cerveau, a prouvé que toutes les zones du cerveau étaient importantes et étaient utilisées. Mais alors d'où est-ce que ça vient? Tout simplement d'une erreur de lecture. À l'époque où on a inventé les IRM, forcément, pour montrer quelle était la zone qui fonctionnait le plus, eh bien on lui mettait plus de couleurs et finalement on réduisait, comme si on réduisait le bruit des autres. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En voyant qu'il n'y avait que quelques zones qui s'éclairaient, les gens se sont dit « Oh mon Dieu, on n'utilise que 10% de notre cerveau. Imaginez-vous si on arrivait à éclairer toutes les zones en même temps. » En réalité, c'est juste que ce n'est pas possible.
Tout simplement parce que si toutes les zones s'éclairaient en même temps, ça voudrait juste dire que vous avez baissé votre niveau de déclenchement du bruit. Mais en réalité, elles fonctionnent déjà, toutes vos zones du cerveau. Il y a un autre neuromythe aussi, qui est en fait tout simplement les styles d'apprentissage. Visuel, auditif, kinesthésique. C'est de dire, mais non, c'est pas possible, il exagère, moi j'en suis sûr, je l'ai déjà vu, etc. La réalité, c'est qu'en fait, ça n'a pas été prouvé. La seule chose qu'on a réussi à prouver, c'est qu'effectivement, il y avait des préférences d'apprentissage. C'est-à-dire que l'élève trouve que c'est quand même mieux quand c'est visuel. Et donc, du coup, il se dit, moi j'aime bien quand c'est visuel. Le seul problème, c'est qu'en fait, quand on a fait des tests pour vérifier, est-ce que l'élève apprenait mieux, est-ce qu'il retenait plus longtemps quand c'était son style d'apprentissage, non, ça ne change rien. Donc en réalité, où est-ce que c'est important? C'est important en fonction de ce que vous avez à leur apprendre, de ce que vous avez à leur apporter. Ça dépend en réalité de l'apprentissage. Donc ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas oubliez tout le reste, mettez-vous que sur du visuel ou mettez-vous que sur de l'auditif, de toute façon ça ne change rien. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut que vous réfléchissiez à qu'est-ce que j'ai à leur apprendre, qu'est-ce qu'il y a au milieu, et quel va être le meilleur moyen de faire en sorte que ça crée une réaction d'apprentissage chez l'élève qui fait que du jour au lendemain, il ne fera plus l'erreur et il sera capable de s'en rappeler. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire une petite expérimentation? Levez la main. Il me faudrait quelques personnes. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il me faudrait 4 personnes. 5. 5, c'est bien. Allez, 4 personnes. Ah, j'en ai une de 3, une quatrième, s'il vous plaît. Une femme. Alors, prenons un exemple tout simple. Comment est-ce que vous faites apprendre aux élèves l'accord de votre verbe en fonction de votre COD quand vous avez votre joli participe? Qui a une idée? On leur met des heures et des heures d'apprendre par cœur, des choses, etc. Maintenant, si jamais vous les faites se lever comme ça, et vous leur dites à partir de maintenant, tu es un mot. D'accord? Donc on va dire, il a mangé, et donc vous êtes les myrtilles. Ça vous va? Parfait. Donc, il a mangé les myrtilles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est en fait, tout simplement, vous avez tous les mots qui vont regarder vers le début de la phrase. D'accord? Donc, ils vont tous regarder par là-bas. Tournez-vous. Hop, regardez vers là-bas. Hop, on se tourne. Voilà, on se tourne. Hop, tout le monde regarde par là-bas. Et à ce moment-là, donc, vous allez pouvoir dire il, d'accord? Vous allez pouvoir dire a. Vous allez pouvoir dire manger les myrtilles. Ok. Et donc, quand vous allez arriver à A, vous allez tout simplement dire si vous avez vu devant vous le COD ou pas. D'accord? Allons-y. Il a mangé. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez vu le COD devant vous? Devant moi, non. Non. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire le participe passé? Enfin, Qu'est-ce qu'il va dire notre auxiliaire? Il va se tourner vers le verbe et il va lui dire « T'accordes pas !» Allez, on recommence. N'accorde pas. Parfait. Maintenant, les myrtilles, on en a déjà parlé, donc du coup, on va pouvoir les faire avancer. Et donc, en disant « Il les a mangés ». C'est parti. Il a... Tu accordes. Et donc, manger, quand on s'écrit à la fin? Parfait. Vous faites faire ça une seule fois aux enfants, c'est fini. C'est fini, ils l'ont appris, c'est réglé. Parce que pour eux, ils se sont amusés. Voilà. Peut-être pas eux, d'accord. Bon, effectivement, voilà. Mais en tout cas, je vous remercie. C'est très gentil. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que le plus important, ça va être qu'est-ce que vous avez à faire apprendre aux élèves. D'accord? Ça, c'est le plus important. Réfléchissez sur qu'est-ce que je veux réellement qu'ils apprennent. Parce que apprendre, c'est pas la transmission. C'est pas la façon dont vous dites les choses, d'accord? C'est pas ce que vous dites, c'est pas comment vous le dites.
c'est la réaction d'apprentissage que vous créez chez l'élève, qui fait que lui, à ce moment-là, il va être prêt à apprendre. Est-ce que vous savez ce qui nous empêche d'apprendre? La plupart du temps, ça va être des biais cognitifs. Le plus violent d'entre eux, il s'appelle la connaissance rétroactive. Est-ce que vous savez ce que c'est? La connaissance rétroactive, c'est tout simplement, si je vous explique quelque chose, et que c'est super simple, vous allez être là, vous allez m'écouter, vous allez dire oui, oui, oui. Ah, limite, je sais déjà ce qu'il va dire, je le savais déjà. Donc du coup, pourquoi est-ce que votre cerveau, il s'embêterait à faire des efforts, à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre, alors qu'il est persuadé qu'il savait déjà? Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Persuadé que vous savez déjà, vous n'allez pas le réviser, vous n'allez pas vous questionner dessus, et vous allez juste vous dire, bon, c'est quelque chose que je connais. Sauf que le jour où on va vouloir vous interroger, vous en rappelez plus. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne l'avez pas appris. Vous avez juste laissé passer, et comme on dit, c'est rentré d'un côté, c'est sorti de l'autre. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que les élèves apprennent? Premièrement, il faut les aider à comprendre qu'ils ne savent pas. Il faudrait presque commencer en permanence par les questionner. Pourquoi les questionner? Parce que la question, en réalité, elle vient éclairer toutes les zones de votre cerveau. Ça, c'est bien, depuis qu'on a l'IRM, on s'amuse beaucoup. Et donc, les neurosciences, ça les aide pas mal. Et donc, au final, on s'aperçoit qu'une question, en fait, c'est comme si ça hackait votre cerveau. Comme la question arrive, bam, votre cerveau, il s'éclaire dans tous les sens en se disant « Oh mon Dieu, il faut que je réponde ». Alors peut-être que c'est un trauma qui vient de quand on était petit et que le prof disait quelque chose et la personne se dit « Oh mon Dieu, pourvu que ça soit pas moi qui l'interroge, pourvu que ça soit pas moi qui l'interroge ». Et donc du coup, maintenant, il cherche toujours à avoir la réponse au cas où ça soit lui qu'on l'interroge. Bon, là, j'exagère, hein, c'est pas des neurosciences, hein, c'est moi qui exagère. Mais donc au final, par contre, ce qui n'est pas une exagération, c'est le fait que toutes les zones de votre cerveau s'allument parce qu'en fait, votre cerveau, à partir du moment où on pose une question, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la réponse, même si c'est pas vraiment correct. Qu'est-ce qui est assez violent aussi? Le ne pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire le monsieur sur le tapis rouge? De quoi il parle? La négation, c'est quand même vachement important la négation. La problématique, c'est qu'en réalité, oui, votre conscient, il utilise des mots, il utilise des images, il utilise tout. Sauf qu'en réalité, votre inconscient, lui, ne fonctionne qu'en images. Donc ça veut dire que quand vous utilisez le ne pas, la problématique, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous allez d'abord créer une image pour ensuite venir mettre une grosse croix dessus. Vous allez créer une jolie frustration. Qu'est-ce qui se passe à votre avis quand un enfant, vous lui dites « surtout ne cours pas ». Dans sa tête se crée l'image de lui en train de courir, et il se voit comme ça, le vent dans les cheveux, il s'imagine rempli de cette envie de courir encore plus vite. Et bizarrement, 30 secondes après, il est en train de courir. Et vous vous énervez. Mais t'écoutes pas ce que je t'ai dit! Mais non, effectivement, c'est pas qu'il n'écoute pas, au contraire, c'est qu'il écoutait. Il écoutait, il a fabriqué l'image, et la frustration, quand on a 3 ans, 4 ans, on a du mal à faire sans. Et comment ça se passe du coup quand on est élève? Et qu'on vous dit oh, « surtout ne faites pas ça, hein, c'est une grave erreur ». Bon, pas de chance. Bah oui, parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? La personne va se dire « oh là là, on est en train de me dire que c'est important, donc il faut que je me concentre ». On capte mon attention, on fait en sorte que toute mon attention soit mise là-dessus. Et on me dit « surtout ne fais pas ça ». Donc qu'est-ce que je fais? Ça crée l'image de moi en train de faire ça, et après il faut que je pense à mettre une croix. Sauf que si ma croix, je ne l'ai pas suffisamment bien mise, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'elle va disparaître, et puis il va me rester sur tout ça, et puis au final, je l'ai bien ancré. Sauf que pas de chance, c'était ce qu'il fallait, surtout ne pas se rappeler. Bon, dommage. Là, vous ne me croyez pas, je vous sens un peu dubitatif, tout ça, etc. On va essayer de faire une petite expérimentation, et donc, surtout, ne regardez pas derrière moi, et surtout, n'imaginez pas que par-dessus tout ça, là, apparaît un 7, un 4 et un 3. D'accord? Surtout pas. N'imaginez surtout pas ces chiffres-là. Surtout que ça n'aurait pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un grand 7 comme ça? Quelque chose de rouge. Vous savez, ce rouge un peu bizarre là, ce rouge presque marron. Presque, on dirait quelque chose de gluant. Assez étrange. D'accord? Donc surtout ne l'imaginez pas parce qu'il n'y a pas de raison d'imaginer un 7 là. On est bien d'accord, je vous ai dit de surtout ne pas l'imaginer. Donc surtout pas un 4. Surtout pas avec, vous savez, cette espèce de verre un peu bizarre qui clignote, comme dans les vieux films,
avec un hôtel comme ça, où ça donne pas envie de passer par là, il y en a Vous voyez? Non, non, surtout pas. Là, vous ne l'imaginez surtout pas, ce 4-là, parce que ça n'aurait pas de sens. Et pour finir, vous n'imaginez surtout pas un 3 enflammé, d'accord, qui vient rajouter de la chaleur. On a de la chance, on nous a mis la clé. Et n'imaginez surtout pas, du coup, d'avoir marqué 7, 4 et 3. D'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voyez derrière moi? Donc, là, vous l'avez vu, j'exagère un petit peu, mais globalement, on est là. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne se rend pas compte que quand on dit « ne regarde pas par la fenêtre », en fait, malheureusement, on est en train de mettre dans la tête de la personne « ne regarde pas par la fenêtre ». Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il va se passer tout simplement, qu'est-ce qui pourrait se passer par cette fenêtre? Il pourrait y avoir un avion qui passe, un avion qui a 2 doigts de se cracher, il pourrait y avoir quelque chose d'assez exceptionnel, j'en sais rien, une ronde avec 2 oiseaux qui font quelque chose de bizarre. Et donc on va regarder juste pour être sûr que ce qu'on est en train d'imaginer ne soit pas ce qui se passe en réalité. La première chose à capter pour l'apprentissage, c'est l'attention. Et donc du coup, ça veut dire que si jamais l'attention, sans le vouloir, vous l'envoyez ailleurs, eh bien vous venez de perdre le principal canal qui vous permet de faire rentrer les informations dans le cerveau de votre étudiant ou de votre élève. Une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va se dire, bon bah ok, l'attention on l'a eu, c'est bon, ça va passer tout seul. Non. Bah non, vous êtes prof, vous dites, bah non, pour que ça passe, il faut quand même que je l'aide, il faut que je lui mâche le travail, il faut que je lui fasse quelque chose d'assez simple qui lui permette du coup de pouvoir se faire une bonne image de ça. Parce qu'effectivement, la compréhension, c'est important. Sauf qu'on l'a vu, si c'est trop simple, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ça ne va pas rentrer parce qu'il va se dire « qu'est-ce que c'est simple ?» À l'inverse, si c'est trop dur, qu'est-ce qui va se passer? Oh, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Donc ça veut dire que c'est là que c'est un petit peu tendu parce qu'il va falloir trouver le bon niveau de complexité qui va vous permettre à la fois de donner envie au cerveau de mobiliser ses capacités cognitives. Parce que le problème, c'est que le cerveau, mais pas que celui des élèves, hein, même le vôtre, je suis désolé de vous l'apprendre, mais c'est une grosse feignasse. Ça veut dire qu'en réalité, dès qu'il a moyen d'économiser de l'énergie, ben, il économise. Et donc du coup, il se dit, bon, là ça ne mérite pas, je ne vais pas m'embêter. Et c'est pour ça que bizarrement, quand d'un coup vous avez des choses comme des contrôles, etc., qui arrivent, qu'est-ce qui se passe? Ah là, vous avez les cerveaux qui tournent à fond, ah mon Dieu, faut réviser, etc. Mais si on y réfléchit bien, en prenant le temps, en mettant ça chaque soir, etc., ça fonctionnerait quand même beaucoup mieux. Oui, et on le sait. Mais même en tant qu'adulte, hein, vous avez l'information continue, c'est exactement la même chose. Les personnes vont attendre le dernier moment pour réviser, le dernier moment pour reprendre les choses, sauf s'il y a quelque chose qui leur a plu, quelque chose qui les a intrigués, quelque chose qui a du sens. La première chose que vous devez faire, c'est donner du sens à ce que vous enseignez. Parce que plus ça va avoir du sens, plus ça permet à l'élève de comprendre à quoi ça va lui servir, et plus du coup, il va être prêt à faire un effort. Bon, le mieux, c'est quand vous arrivez en plus à faire quelques petits trucs comme ça, là, à lui faire apparaître des chiffres. C'était quoi les chiffres d'ailleurs? D'accord. Comme ils sont toujours notés là. Et donc, du coup, voilà. Donc, au final, vous vous retrouvez avec des élèves qui sont beaucoup plus prêts à apprendre parce qu'ils n'apprennent plus juste pour vous faire plaisir, ils apprennent en se disant que ça va leur servir. Qu'est-ce qui se passe ensuite avec la mémorisation? Je suppose que vous êtes un certain nombre à le savoir quand même. Le fonctionnement de la mémoire, et donc j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est justement d'arriver à reconstruire l'information. Reconstruire l'information, ça veut dire qu'elle a été stockée un peu partout, dans l'ensemble de nos zones cérébrales. Et donc à partir de ce moment-là, il va y avoir une question, il va y avoir un besoin d'application. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez tenter de reconstruire l'information. Le problème, c'est qu'en réalité, il faut imaginer votre cerveau comme une espèce de jungle immense. Et en réalité, quand vous allez lier des informations entre elles, c'est comme si vous partiez avec une petite serpette, la tac, et vous coupez au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe si vous ne repassez pas par ce chemin-là? La végétation reprend ses droits. Tac, ça repousse, qu'est-ce qui se passe? Le jour d'après, quand vous tentez de... Enfin, pas le jour d'après, parce que c'est
assez court, mais quelques mois plus tard, quand vous tentez de reprendre ce chemin, oula, qu'est-ce qui se passe? C'était par où que j'étais passé? C'était à droite ou à gauche? Là, je ne me rappelle pas. Plus vous passez par un chemin, plus vous empêchez la végétation d'y repousser. Et donc, plus au final, vous allez finalement créer une sorte de chemin de terre. Et celui-là, avant qu'il s'en aille, il va se passer du temps. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il faut prendre le temps de revenir sur ce qu'on a déjà enseigné. De façon à faire en sorte que dans la tête de l'élève, il repasse par ce chemin de connaissance assez régulièrement. Un petit quiz, ne serait-ce qu'à chaque début de cours, ça peut aider à se re-questionner sur quelque chose. Et s'il ne sait pas, c'est pas très grave. Au pire, le fait d'avoir questionné et de ne pas avoir la réponse, ça risque de l'énerver. Elle risque de revenir. Et au pire des cas, en sachant que vous risquez de reposer la même question assez rapidement, il risque d'aller chercher la réponse. Ce qu'on appelle les répétitions espacées, globalement, vous êtes sur un cycle de... Vous voyez une connaissance, la journée 0, d'accord? Dans l'idéal, vous la revoyez, mais de façon très rapide, jour 1, jour 3, jour 7, jour 21, et après on est globalement un mois plus tard, 3 mois plus tard. Au bout de 6 mois, vous êtes tranquille. La connaissance, elle est restée. Pour ça, la problématique, c'est que ça veut dire aussi que vous, en tant qu'enseignant, vous devez faire un effort préalable qui est qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que j'enseigne. Qu'est-ce qui est le plus important? S'il ne devait se rappeler que 10% de mon cours, donc qui sont vraiment les points les plus importants qu'il va réutiliser tout le temps, ce sont lesquels? Parce qu'en réalité, c'est cela qu'il faut réinterroger. Pour une raison extrêmement simple, c'est que justement, vous allez créer ces espèces de chemins qui font que l'élève va fabriquer des autoroutes dans sa tête. De la même façon, il existe une petite limite en termes de mémoire, qui est globalement, il faut voir la mémoire comme une main, d'accord, la mémoire de travail. Et donc au final, ça veut dire que vous êtes à 5 objets que vous pouvez gérer en même temps. Plus ou moins 2, ça dépend des personnes. Mais donc globalement, on peut aller jusqu'à 7. Et donc du coup, vous avez 5 objets que vous pouvez manipuler à loisir dans la mémoire active. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement, plus rapidement, vous allez trouver le moyen de lier les informations entre elles, et plus rapidement, vous avez un seul objet, mais qui est un objet complexe. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire créer des liens. Créer des liens au sein des objets, vous donnez la possibilité, c'est ce qu'on appelle des chunks, vous donnez la possibilité à l'élève en réalité de travailler avec plus d'informations. Mais il faut qu'il y ait des liens entre ces objets et qui vous permet du coup de transformer un objet ou 3 objets, vous allez les lier entre eux, vous les transformer en un seul objet. Dès que votre élève a fait ce travail-là et qu'il se retrouve avec justement ce chunk, vous pouvez travailler avec ce chunk. Donc, globalement, on est à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui pose encore problème à votre avis? Prenons les révisions. Les révisions, les élèves sont persuadés qu'ils ont le truc. Je prends, je relis, je relis, je relis, je relis, je relis, je relis. Quelle est l'efficience? 5%. Ça veut dire que, au final, quand vous avez passé 1 heure à relire quelque chose, c'est comme si vous y avez passé 3 minutes. C'est quand même dommage d'avoir gâché 57 minutes comme ça. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, en réalité, ce qui est important, ce n'est pas l'information en elle-même, c'est comment est-ce que vous arrivez à la reconstruire. L'élève, si jamais il veut profiter de ses heures de révision au maximum, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? La première fois, il relit effectivement. La deuxième fois, il fabrique une petite fiche de synthèse. Ça lui donne une nouvelle représentation de l'information qui lui permet de la stocker différemment de l'autre. Mais quand vous allez interroger cette information, qu'elle vienne d'une source ou d'une autre, c'est pas très grave. D'accord? L'essentiel, c'est d'arriver à la reconstruire. Dans l'idéal, la troisième fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une mind map. Vous savez, c'est ce truc où vous venez mettre un concept et puis vous mettez des liens avec d'autres concepts, avec d'autres mots, etc. Qui lui permet d'avoir une nouvelle représentation. La quatrième fois, par exemple, il va fabriquer une métaphore. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation où il sent
que cette information, il est capable de la refabriquer, quel que soit le contexte. Et donc ça, c'est assez compliqué à imaginer. Pourtant, en réalité, en termes de révision, c'est quelque chose de fou. Parce que là, vous vous retrouvez avec la même information, reprise sous pas mal de formes différentes, et qui permettent de vous en rappeler. Justement, en parlant de mémoire, est-ce que certains d'entre vous connaissent le palais mémoriel? Non? Ok. Donc je vais vous proposer une petite expérimentation sympathique. C'est tout simplement, en fait, vous allez choisir une maison ou un appartement dans laquelle vous allez trouver un salon, ok, une cuisine, alors, séparée idéalement, une chambre, une salle de bain et un WC séparé. C'est bon pour vous? Vous avez tous l'image de quelque chose comme ça? Soit c'est chez vous, soit c'est chez votre mère, votre grand-mère, votre oncle, votre tante. Oui, c'est bon, vous avez? Allez, parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement qu'on va aller y stocker des mots. Des images. Pour vous permettre, en réalité, de vous en rappeler. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est dans votre salon, vous allez mettre une voiture et un chien. Vous avez la possibilité, bien sûr, de mettre le chien au volant de la voiture, c'est vous qui choisissez. D'accord? Mais l'essentiel, c'est que quand vous rentriez dans ce salon, immédiatement, vous dites, mais c'est bizarre, c'est pas normal qu'il y ait ça au milieu de mon salon. Voilà. Normalement, rarement, on a une voiture dans son salon, vous devriez y arriver. Ok? Donc une voiture et un chien. Maintenant, vous allez aller dans la cuisine, et dans la cuisine, vous allez mettre un escalier qui mène sur rien. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'a rien à faire dans la cuisine. Et vous allez mettre dessus un journal. Attention, un journal, quelque chose de bien rose, d'accord? Un truc qui fait que vous êtes sûr de vous rappeler que c'est pas normal, déjà, qu'il y ait un escalier qui mène sur rien dans votre cuisine, mais également un journal. C'est bon pour tout le monde? Qu'est-ce que vous avez dans le salon? Ok. Qu'est-ce que vous avez dans la cuisine? Ok. Vous allez aller dans la chambre, et dans la chambre, du coup, vous allez y poser un tabouret, et sur ce tabouret, il y aura un inspecteur. Alors, je sais, c'était pas le bon endroit pour la faire, hein, parce qu'on me l'a déjà fait remarquer lors du clic précédent. On m'a dit, tu sais, inspecteur, nous, on ne voit pas un inspecteur de police. On voit notre inspecteur. Et donc, forcément, quand j'avais rajouté, imaginez un inspecteur en porte-jartel, effectivement, du coup, on m'avait dit, mais tu es fou de faire un truc pareil. C'est pour ça qu'ici, je ne le ferai pas, bien sûr. Et donc, du coup, l'essentiel, c'est que en rentrant dans cette chambre, là, ça soit pareil, ça soit, hey, c'est bizarre qu'il y ait un inspecteur sur ce tabouret. Et donc ensuite, on va passer dans la salle de bain. Dans la salle de bain, je vais vous proposer d'y mettre une corbeille. Alors vu qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà une corbeille dans leur salle de bain et qui seraient tentés de reprendre la même, je vais vous proposer de mettre une corbeille de fruits. Comme ça, vous êtes sûr que c'est pas sa place. D'accord? Que en rentrant dans la salle de bain, une corbeille de fruits, ça vous fasse un petit peu bizarre. Et puis bien sûr, vous allez mettre une jonquille. Et vu que la plupart d'entre nous, je m'inclus dedans bien sûr, ne savent pas comment ça s'écrit, vous allez mettre un petit écriteau, d'accord, avec justement écrit jonquille comme vous pouvez. CQ, d'accord? Et donc du coup qui vous permet du coup de savoir que c'est une jonquille, même si en fait vous avez mis une autre fleur parce que vous ne savez pas à quoi ressemble une jonquille. Donc, on termine dans les toilettes, et donc dans les toilettes vous allez mettre une boîte d'allumettes, et bon vu qu'il y en a qui ont des bougies, hein, j'imagine bien, donc du coup vous allez mettre une grosse boîte d'allumettes, genre une boîte d'allumettes qui vous empêche d'appuyer sur le bouton par exemple, d'accord? Parce qu'à ce moment-là vous dites, hé, c'est bizarre qu'il y ait une aussi grosse boîte d'allumettes ici. Et sur cette boîte d'allumettes, vous allez mettre des cerises. C'est bon pour vous? Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le salon? Qu'est-ce qu'on a dans la cuisine? Qu'est-ce qu'on a dans la chambre? Arrêtez de sourire comme ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dans la salle de bain? D'accord. Et qu'est-ce qu'on a dans les toilettes? Allumettes et les cerises. Allumettes et cerises. Donc, là, en fait, les mots que j'ai choisis, c'est pas par hasard, d'accord? Ça vient d'une étude qui disait que ces 10 mots-là étaient les plus compliqués à retenir ensemble, tout simplement parce qu'ils n'ont aucun lien.
Si jamais je vous avais demandé de retenir arbre, racine, feuille, etc., vous seriez fait une seule image et c'était réglé. Là, en réalité, vous devez vous rappeler 10 choses totalement différentes. Si jamais je vous avais donné une liste et je vous avais demandé de l'apprendre par cœur pendant un certain temps, déjà, ça aurait été assez compliqué, mais en plus de ça, vous l'auriez oublié très rapidement. Là, il va vous falloir un petit moment pour l'oublier sur tout ce qui se passe dans la chambre. Mais plus intéressant encore, si jamais vous revenez une fois de temps en temps dans cet endroit virtuel, vous aurez la possibilité de vous en souvenir pendant très très longtemps. Alors je suis d'accord avec vous, c'est bien ces trucs-là, mais comment est-ce que je vais faire si jamais ce que j'ai à apprendre c'est 150 mots, 200 mots, 1000 mots. Il est gentil avec ses 10 mots, mais je ne vais pas retenir juste 10 mots dans toute ma scolarité. Donc au final, la vraie question c'est, est-ce que je peux le faire à une plus grande échelle? Oui, on peut le faire à une plus grande échelle. C'est-à-dire qu'on peut aider l'élève à apprendre, à fabriquer en réalité une sorte de palais, d'accord, et qui lui permettent en fait d'avoir une chambre pour chaque chose. Donc vous voulez lui apprendre par exemple l'époque baroque, et bien au final vous allez dédier une pièce entière à l'époque baroque et dedans il va venir stocker plein d'informations et en fait il va venir décorer cette espèce de chambre de façon baroque, de façon à se rappeler et à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'époque baroque. Après je suis d'accord avec vous, il y a des fois où ça ne suffit pas. C'est-à-dire si par exemple vous avez besoin de vous rappeler je sais pas, vous êtes en train de préparer médecine et vous avez besoin de vous rappeler de tous les endroits où se trouvent des zones de nerfs importantes, etc. À ce moment-là, il va falloir faire preuve d'un peu plus de créativité. C'est-à-dire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'imaginer plutôt une sorte de carte Google Maps sur le corps et qui du coup va nous permettre de venir dire, bah là tiens, je vais positionner telle ville, etc. Je vais faire mon réseau entre ces zones qui va me permettre de me rappeler de ces zones-là. Ce que ça nous fait comprendre aussi, c'est qu'en réalité, notre cerveau, il aime que l'information soit complexe. Si l'information est trop simple, c'est-à-dire je donne juste l'information elle risque de disparaître. Par contre, si je la lie à quelque chose qui existe, bah là, du coup, ça fait un plus, et donc, du coup, notre cerveau va faire l'effort de s'en rappeler. Parce que là, si je vous avais juste demandé de passer une sorte de chemin totalement virtuel, où vous aviez la voiture, le chien, etc., qu'est-ce qui se serait passé? Très rapidement, vous seriez perdu sur ce chemin-là. Là, par contre, je vous l'ai mis dans un endroit qui existe, un endroit dans lequel vous avez l'habitude de vous balader. Et donc, qui fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, vous avez lié la voiture, le chien, vous avez lié votre grosse boîte d'allumettes, vos cerises, avec un environnement qui existe déjà. Et donc, au final, plus vous trouvez le moyen d'enrober l'information, plus vous trouvez le moyen de créer des liens avec l'existant, et plus vous allez vous retrouver dans une situation où les élèves vont plus facilement retenir. Voilà combien de temps à peu près? Quart d'heure. Ok. Donc, les neurosciences, en fait, ce qu'elles nous apprennent, c'est pas réellement comment enseigner. Et surtout, faites attention à ça. Parce que ça serait trop risqué. Les méthodes magiques, on en a inventé plein. Faites leur écouter du Mozart, ils seront plus intelligents, etc. On va carrément appeler l'effet Mozart. D'accord? Et posez-vous la question, est-ce que c'est pas trop simple? D'accord? Parce que très souvent, les fake news, les neuromythes, la raison pour laquelle ils se répandent, c'est qu'en réalité, ils sont quand même très simples. Ben oui, on écoute du Mozart, Mozart c'est de la musique classique, donc ben oui, ça a son sens, quelque part, je sais pas, ça fait revivre des rêves de noblesse anciens, ou j'en sais rien, mais globalement, ben on se dit, bah oui, c'est logique. Alors que non, il y a quand même de grandes chances qu'à la base, l'étude ait été sacrément biaisée, parce que ceux qui ont l'habitude d'écouter du Mozart, c'est plutôt ceux qui viennent de familles plutôt aisées, où en général ils étaient pas mal aidés en dehors des cours, et qui fait que forcément, ces élèves-là, bah, ils avaient, comment dire, un petit peu plus de culture que les autres. Donc,
posez-vous en permanence des questions. Dans l'idéal, le mieux c'est d'être un eurosceptique. D'accord? Attendez de voir des études. Ne croyez pas un mec qui parle sur un truc rouge comme ça, là, et qui vient vous raconter plein de choses, vous fait 2-3 démonstrations en vous montrant des chiffres qui n'existent pas derrière vous. D'accord? Enfin, devant vous, derrière vous. Mais au final, posez-vous la question en permanence de est-ce que c'est vrai et est-ce que quelque part il y a des études qui le prouvent? C'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire comment vous devez enseigner. Je préfère vous dire à quoi il faut faire attention. C'est-à-dire des choses qui ont été prouvées et qui montrent que quelque part on se retrouve dans une situation où malgré nous, justement parce qu'on ne sait pas exactement comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le nôtre, comment fonctionne celui de nos étudiants, et bien finalement on se retrouve à les envoyer malgré nous sur la mauvaise piste. Après sur le fait des hackathons, escape games, etc. Pourquoi est-ce que ça fonctionne à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on a des résultats plutôt sympathiques? La surprise? L'engagement. L'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce qu'on travaille en équipe et qu'on a un temps limité pour trouver... face à une situation de problème, il faut qu'on s'en sorte vite, donc Okay. on s'entraide. C'est un jeu, etc. Alors, effectivement, il y a un petit peu de tout ça. C'est-à-dire que vous faites rentrer des émotions. Et pas que des émotions positives. C'est-à-dire qu'il y a des émotions positives, mais il y a aussi la frustration. Et effectivement, ils ont des choses à régler, il y a des fois, ils n'y arrivent pas, etc. Prenez un exemple tout simple. Moi, je me suis retrouvé avec... bon, là, par contre, c'est sur un public un peu plus grand. Mais une psy vient me voir en me disant « Je suis un peu embêté quand je fais la formation avec les entreprises sur les risques psychosociaux. Eh bien, au final, j'ai beau faire tout ce que je veux pendant la formation, à la fin, il me reste quand même une bonne partie du public qui continue de penser que le stress est une cause. » Et elle me dit, pourtant, j'ai fait tout le nécessaire pour qu'ils comprennent que c'était un symptôme. Et donc, en réalité, ce n'était pas la cause. Les causes sont à chercher ailleurs. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a repensé la façon dont elle donnait sa formation. On a fait en sorte que les gens se déplacent, d'accord, qui leur permettait déjà d'expérimenter cette espèce de cercle vicieux, d'accord, du burn-out, etc. Et en plus de ça, à la fin, on a terminé sur ceux qui pensent que le stress est une cause, vous allez à droite, ceux qui pensent que le stress est un symptôme, vous allez à gauche. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel que soit l'endroit qu'ont choisi les gens, ils se rappelleront très clairement qui a gagné. Parce qu'en plus, vous faites exprès d'attendre quelques secondes, comme ça, faire... Et la réponse. Et vous prenez une sorte de... je sais pas, grosse peluche ou gros truc que vous avez fabriqué qui permet vraiment de symboliser la bonne réponse. Et donc, vous allez la donner à ceux qui ont gagné. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous pouvez être sûr que dans la tête de tout le monde, ils vont s'en rappeler. Ceux qui ont gagné, ils vont se dire « Ouais, je savais que c'était un symptôme ». Et ceux qui ont perdu « Ah, punaise, je risque de m'en rappeler que c'est pas une cause ». Ouais, ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Parce que globalement, personne n'aime perdre. Même si on fait semblant de faire croire que ça ne nous dérange pas, au fond, on n'aime pas trop perdre. Et surtout, on n'aime pas être différent des autres. Je vais vous raconter une petite anecdote, un truc un peu sympa, sauf pour les singes. Mais donc, du coup, il y avait une étude qui avait été faite avec 5 singes, qu'on avait mis dans un environnement dans lequel il y avait une échelle, et en haut de cette échelle, une banane. Quand vous mettez 5 singes dans un endroit où il y a une banane, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Ils foncent pour tenter de l'attraper. Sauf que vous êtes un peu vicieux, méchant, tout ça, etc. Bon, c'est une autre époque, hein, je vous rassure, on ne le ferait plus aujourd'hui. Mais donc, du coup, vous leur balancez un jet d'eau, mais glacé, d'accord, et assez violent, qui fait que, du coup, ils ne peuvent pas attraper la banane et ils vont voler de l'autre côté de la pièce et ils sont trempés, d'accord. Globalement, vous avez les 5 singes qui vont essayer de monter. Et puis après, ils vont tenter, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est impossible. Une fois que tous les singes sont
comment dire, ou dégoûtés, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils ne peuvent plus le faire, et donc du coup ils se sont fait une raison, c'est pas grave, on n'aura pas cette banane. Bah, à ce moment-là, vous coupez le jet d'eau. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, le jet d'eau ne fonctionne plus. Il y a un singe qui monte, qui récupère la banane. Vous enlevez un singe qui est mouillé, vous faites rentrer un singe sec. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il veut monter. Sauf que ses copains, ils sont vachement sympas quand même. Et ils disent, on va l'empêcher de monter pour éviter qu'il se fasse mal. Comment est-ce qu'ils font? Bah, ils tabassent. Normal, c'est quand même plus sympa, et voilà, pour éviter qu'il se fasse mal, on lui fait un peu mal, et puis comme ça, au moins, il sait. Et donc, du coup, il le tabasse jusqu'à ce que l'envie de grimper lui passe. Bon. Le singe, lui, il n'a pas tout à fait compris, hein. Le singe sec, il sait qu'il s'est fait tabasser, il ne sait pas exactement ce qui s'est passé, il sait qu'il ne faut pas monter sur l'échelle, mais pas grave. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enlève un autre singe mouillé, on fait rentrer un autre singe sec. Bon, ben là, pareil. Mais le dernier rentré, il se dit, attends, c'est quand même un truc, bisutage, tout ça, etc. Tout ça, je vais montrer que je fais partie du groupe. Et donc, du coup, il tape encore plus fort que les autres. Alors, il ne sait pas pourquoi il tape, mais il tape, hein. Attention. Et donc, du coup, le deuxième singe, pareil, hein, au bout d'un moment, bah, il n'a plus envie de monter, il s'est fait suffisamment tabasser, c'est bon, ça lui passe. Et puis, bah, on fait pareil avec l'ensemble des singes. Et vous retrouvez un moment avec 5 singes, d'accord, pas mouillés. Il n'y en a aucun d'eux qui a jamais tenté de monter chercher la banane. Et au final, ils ne monteront jamais chercher la banane. Globalement, ils savent juste qu'il ne faut pas monter chercher la banane. Ça, en entreprise, c'est l'effet, on a toujours fait comme ça. Il s'est passé un truc un jour, il y a une personne qui a fait une erreur, on a mis en place un process de folie pour être sûr que ça n'arrive plus jamais. Mais plus jamais, hein, alors plus personne ne sait pourquoi on a fait ça. Peut-être que si on se réinterrogeait, on reprenait les conditions, on se rendrait compte qu'en réalité, bah déjà à la base, à cette époque-là, il suffisait d'un peu de formation et c'était fini. Et aujourd'hui, le monde a tellement évolué que si ça se trouve, cette erreur-là, plus personne ne la ferait. Mais le process existe toujours. Il vous faut perdre 2 heures, mais vous pouvez être sûr que voilà, il n'y a personne qui va l'enlever. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça, c'est le truc voilà, un petit peu sympa. Je vous inviterai également, d'ailleurs je pense qu'on la mettra sur le NT, c'est justement aller regarder une vidéo qui s'appelle « Expérience hallucinante chez un docteur » qui vous montre le biais de conformisme. Et qui est justement, vous mettez des acteurs, vous mettez une personne, et en fait ce qui va se passer c'est qu'en fait quand ça bip, la personne va se lever. Enfin tous les acteurs vont se lever. Et vous avez donc du coup cette personne-là qui est une vraie patiente qui elle du coup se dit « Qu'est-ce qu'ils font les gens là ?» Et sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 3 fois exactement, vu que tous les gens se lèvent, elle finit par se lever. Et pire que ça, on enlève les acteurs, on vient mettre, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et bien en fait elle va continuer à se lever. Parce qu'elle sent du bien quand elle se lève. Et donc elle va faire lever des gens qui du coup n'ont carrément pas rencontré les acteurs du début. Okay, mais c'est le biais de conformisme. Le biais de conformisme c'est quoi? C'est juste qu'on n'aime pas être différent des autres. Et donc, quand vous avez 9 personnes sur 10 qui font quelque chose, bah, il suffit de le rappeler au 1 sur 10, en lui disant que 9 personnes sur 10 font ça, et bizarrement, elles vont avoir envie de se conformer. Les impôts anglais, il leur manquait 10% des impôts, d'accord, qui n'étaient pas payés. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le nudge marketing, qui est utilisé justement l'ensemble des biais, et donc ils ont envoyé sur la première relance, ils avaient énormément de mal à récupérer l'argent, ils ont envoyé sur la première relance, 9 Anglais sur 10 payent leurs impôts dans les temps. Ils ont récupéré 3,4 millions en très peu de temps. Voilà. Voilà. Encore. Parfait. Comme tu veux. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Alors, effectivement, alors, en plus les enfants, ils ont le mimétisme, donc qui va globalement un peu dans le même sens que le biais de conformisme, où au final, ils voient des choses, ils tentent de les reproduire, et quand ils voient qu'ils y arrivent, ils en sont fiers. On peut
utiliser effectivement cette situation-là, ce fait-là, pour justement tenter de le faire avec des élèves un peu plus grands, en sachant que quand ils arrivent au niveau de la crise d'adolescence, ils aiment bien aussi volontairement faire l'inverse. Après, quand ils font l'inverse, l'essentiel c'est qu'ils fassent l'exact inverse. Parce que ça veut dire que vous avez réussi. Parce que s'ils font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils connaissent l'autre côté. Et donc globalement, c'est un peu comme une personne qui n'a pas assez confiance en elle, vous la coachez et elle se retrouve en surconfiance. D'accord? C'est toujours le même problème, mais il a juste changé de bord. Et bien globalement, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire si la personne fait exactement l'inverse de ce qu'elle devrait faire, globalement vous pouvez être tranquille, c'est-à-dire qu'elle a compris ce qu'il fallait faire. Et que volontairement, elle fait exprès de faire l'inverse. Après, c'est ça le plus dur à identifier, mais oui, c'est une très bonne chose. On peut utiliser cette envie de mimétisme l'histoire de la récompense est effectivement très intéressante en se disant comment est-ce que je récompense le cerveau quand il y a quelque chose. De la même façon, avec le numérique, ce que j'invite en permanence à faire, c'est à se poser la question de pourquoi utiliser le numérique. C'est-à-dire, posez-vous la question réellement de qu'est-ce qu'il apporte. Si le numérique, dans ce que vous venez apporter, n'apporte rien, ne l'utilisez pas. Par contre, si jamais vous sentez que ça apporte quelque chose, ben là, ça vaut le coup. Utiliser la réalité virtuelle juste pour décrire un environnement, c'est extrêmement faible. C'est-à-dire, oui, vous allez créer quelques émotions, mais en réalité, vous êtes plus en train de faire l'effet waouh que réellement travailler sur le côté pédagogique de la chose. Pourquoi? Parce que vous montrez un film, c'est à peu près la même chose. Par contre, si jamais vous utilisez la réalité virtuelle pour simuler l'environnement dans lequel on évolue, qui est ce qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, et donc finalement vous créez des situations et que la personne fait quelque chose et elle a un feedback immédiat, là vous utilisez bien la technologie. Parce que là vous êtes en train d'utiliser la technologie pour ce qu'elle peut vous apporter de mieux. Vous comprenez? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut trouver le bon niveau de complexité, ni trop, ni pas assez. Et ce niveau de complexité, le bon, il est différent d'un élève à l'autre. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis effectivement peut-être mal exprimé, ou j'ai peut-être oublié de dire que le mieux, c'est de les préparer. Une étude qui a été faite, où en fait, on mettait globalement la moitié sur l'ensemble de la classe, on répartissait sur la moitié, donc c'était des mots, vous savez, avec les lettres qui sont inversées. Et globalement, on leur demandait de remettre dans le bon ordre. Et donc, on lance la classe, comme ça, il y avait une liste de 5-6 mots. Et en fait, on dit premier mot, levez la main dès que vous l'avez. Donc, il y a la moitié de la classe qui lève la main au bout de 10 secondes. Le deuxième mot, la moitié de la classe qui lève la main au bout de 10 secondes. Très rapidement, en fait, au bout de 3-4 fois, là, en fait, il y a la moitié de la classe qui se décourage, en se disant, mais c'est pas possible, moi, j'y arrive pas, etc. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, sur la moitié de la classe, on leur a mis des mots très compliqués pour démarrer. Sur l'autre moitié, on leur a mis des mots très simples. Par contre, le dernier mot est le même sur les deux. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au dernier mot? C'est toujours la même moitié de la classe qui fait ça. L'autre moitié, en réalité, elle a abandonné. C'est-à-dire que même si le dernier est super simple, de toute façon, elle ne va même pas chercher parce qu'elle se dit « je suis nul ». Donc la vraie question, c'est comment est-ce que je fais monter doucement le niveau de complexité de façon à ce que l'élève se rende compte qu'il s'en sort, mais que quelque part, il y a des challenges de plus en plus importants et qui fait qu'il est obligé de vous donner son attention et d'utiliser ses capacités cognitives pour répondre à ce que vous lui demandez. C'est mieux? Une autre question? Je sais pas. Oui? Peut-être nous parler de la ludification. Peut-être nous parler de la ludification de l'enseignement, c'est un thème qui revient souvent. Et je sais pas c'est quoi. Alors, oui, effectivement, la ludification, c'est quelque chose qui est à la fois très intéressant, à la fois très complexe, parce que en tant qu'enseignant, ça veut dire qu'il faut véritablement sortir de sa zone de confort. Parce que rajouter un petit challenge dans votre façon d'enseigner, c'est une chose. Mais par contre, partir complètement dans la ludification, c'en est une autre. Et surtout, il y a quelque chose à quoi vous devez faire attention. J'aimerais vous donner plein de bons conseils pour bien ludifier. La problématique, c'est qu'en réalité, ça va dépendre vraiment de ce que vous avez à enseigner. De la même façon que les styles d'apprentissage, la réalité de la ludification, c'est qu'il n'y a pas une façon de ludifier et on n'en parle plus.
Le véritable problème dans la ludification, et ce à quoi il faut vraiment que vous fassiez attention, c'est qu'est-ce que vous récompensez. Quand c'est que vous donnez des points, quand c'est que vous récompensez. Parce que comme on le disait, l'élève, il arrive, il soulève le robinet, il y a de l'eau qui coule, génial, d'accord? Il est récompensé. Quand vous allez récompenser, le problème c'est qu'en fait, vous allez créer une orientation dans le cerveau, qui est, je dois aller dans tel sens pour tenter d'obtenir des points. Si ce que vous mesurez, c'est pas la bonne chose, vous ne leur permettez pas d'apprendre. Et la problématique, c'est quoi? C'est qu'on a souvent tendance à se dire, je vais aller récompenser pour ce qui est mesurable. C'est mesurable, donc c'est plus simple pour moi, je vais donner des points pour ça. Prenons l'exemple d'une conférence comme celle-ci, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait être mesurable pour nous? Ça va être par exemple le nombre de tweets que vous avez fait ou de partages que vous avez fait sur le NT en mettant des photos, des informations, etc. Parce que c'est facile, c'est mesurable, etc. C'est quantifiable, pas très compliqué à faire pour nous. Mais la problématique, c'est que si vous avez passé votre conférence à prendre des photos, à envoyer des tweets, qu'est-ce que vous en avez retenu? Voyez un peu le truc? La question, elle se pose de quand c'est que je récompense? Et il faut que je fasse attention parce que récompenser, ça veut vraiment dire que je dis au cerveau, tu as bien fait, je suis en train de faire une éducation en mode le chien et le sucre. D'accord? Et donc si finalement, vous vous retrouvez dans une situation où vous récompensez en permanence le fait qu'un élève soit capable de vous ressortir les mots que vous avez dit, est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer tout son esprit critique? Parce que peut-être qu'en réalité, il serait capable de vous dire des choses beaucoup plus intelligentes si vous veniez dire, le premier qui est capable de justement remettre en cause ce que j'ai dit avec des arguments valables, il a des points. Après, est-ce que vous êtes prêts à passer vos journées avec des élèves qui vont vous dire en permanence que vous avez tort et vous prouvez comment? Bon, ça peut être un peu énervant, je suis d'accord avec vous. Et la vraie question, elle est là. C'est-à-dire la ludification, c'est top, c'est génial. D'accord? Il faut faire attention parce que si on l'utilise trop, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec la même chose que quand on dit aux enfants, je te donnerai 5 € quand tu passes l'aspirateur. C'est à un moment, le moindre truc qu'il va vous faire, c'est tu payes combien? Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si jamais vous habituez l'enfant à avoir une récompense quand il fait quelque chose, il ne fera plus rien pour lui. Donc la vraie question à se poser, c'est plutôt comment est-ce que je peux faire en sorte que l'apprentissage, les concepts, le fait de se réinterroger deviennent une récompense. Et là, à ce moment-là, vous permettez à l'élève d'être en capacité d'apprendre tout seul. Voilà. Une autre question? Je peux poser la question, je ne suis pas enseignant. Non, c'est comment on intègre tous ces concepts dans une classe d'une trentaine d'élèves, avec donc les différences et surtout les contraintes d'un programme assez scolaire, je dirais au mauvais sens du terme. Et par exemple la question justement de se poser des questions sur l'esprit critique, comment on arrive à... Je me pose toujours la question sur ce changement de perspective dans une salle de classe, à l'échelle d'une salle de classe. Alors, effectivement, je vais en profiter pour faire passer un petit message. C'est vrai que les règles, c'est pas trop mon truc. Je suis pas un grand fan du respect absolu des règles. Et je pense qu'à un moment, quand quelque chose a été mal pensé, il faut être capable de le repenser. Je pense que la problématique de l'éducation nationale, c'est qu'en réalité, a été pensé le programme en termes de qu'est-ce que je dis. Et donc en se disant, il y a tant d'heures, donc en tant d'heures, j'ai le temps de dire tant de choses, et donc à partir de ce moment-là, c'est réglé. Donc ça veut dire que l'éducation nationale est persuadée que la transmission existe, et que nous enseignons face à des robots. Et donc je dis quelque chose, c'est intégré immédiatement, l'enfant fait pipi, voilà, et donc au final c'est fini. La réalité c'est que c'est pas le cas. Et on le voit avec la ludification, on le voit avec les escape games, on le voit avec tout ça, c'est qu'en réalité, quand on va faire ces activités-là, en réalité, on va se concentrer sur moins de programmes, mais qui sera mieux appris. Donc la vraie question, elle est là. Elle est, qu'est-ce qui est réellement important et le plus important? D'aller le sélectionner, d'aller l'évaluer,
et ensuite de se poser la question de comment je peux le transmettre réellement. Est-ce qu'il vaut mieux 40% du programme, mais plus qu'intégrer, c'est-à-dire l'élève se l'est approprié, ou 100% du programme que l'élève de toute façon ne se rappellera pas après les 2 mois de vacances scolaires? La vraie question, elle est là. Donc à un moment, elle est à se poser la question de comment est-ce que finalement je peux élaguer le programme sans trop que ça se voit, d'accord, parce que sinon je fais, hein. Mais globalement, comment est-ce que je peux élaguer le programme et comment est-ce que je peux faire pour que ce que j'enseigne ait du sens, réellement du sens. Et qu'au final, tout ce que je transmette, bah, finalement, ce que je n'ai pas couvert, il y a quand même toute une partie où l'élève sent qu'il y a une sensibilisation. L'élève sent que globalement, en allant regarder un peu par lui-même, il pourra s'en sortir. Voilà. Après, je ne vous ai pas dit ça sous couvert de l'éducation nationale, bien sûr. Hein. Je vous l'ai dit en tant que personne de l'éducation supérieure qui travaille avec, face à des élèves où on se dit, nous, dans quelques années, ils sont sur le marché du travail. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire en sorte d'éveiller leur esprit critique et de faire en sorte que ce qu'on leur apprenne, ça reste et non pas ça soit quelque chose qu'ils puissent oublier dès qu'ils ont terminé leur diplôme. Moi, je voulais rebondir simplement 2 petites secondes sur ce que M. Budice a mis en avant. Voilà, moi, je suis un enseignant, je suis aussi enseignant en numérique référent et j'ai travaillé aussi en classe unique pendant 11 ans avec un effectif assez conséquent. J'ai eu l'habitude de travailler en groupe. Ce que je peux dire, cette année, mon IUN m'a donné une mission mathématique en utilisant donc les outils numériques. Et je me rends compte, même avec des élèves qui sont en REP+, donc qui seraient en difficulté, même socialement, ça marche beaucoup mieux quand on est en petit groupe, honnêtement. Et je vous dis franchement, ça marche pas mieux parce que, je dirais, on ne pourrait pas le faire dans une classe entière, mais simplement parce qu'on peut apporter une aide spécifique à chaque enfant. Et honnêtement, quand vous vous retrouvez dans une classe avec un effectif très très important, où vous allez avoir peut-être pas les moyens, je pense surtout au rural, que l'on va avoir en ville, où on va avoir des interventions, je dirais, sporadiques, vous allez vous retrouver, moi j'ai fait l'expérience, honnêtement, vous sentez, par exemple, nous en résolution de problèmes, par exemple, et en calcul mental, c'est là où je dirais, les difficultés sont les plus importantes. En ayant mis en place ce petit dispositif, hein, sans prétention, moi j'ai vu des progrès considérables chez des enfants qui avaient même du mal à avoir confiance en eux. Et je pense que c'est pour ça ce que vous avez prouvé en faisant ces petits exercices que l'on essaye de mettre en place en classe, bon, si on connaît peut-être un peu, mais honnêtement, en grand groupe, c'est faisable, mais c'est quand même extrêmement difficile. Ça, je voulais rebondir quand même en tant qu'enseignant, enfin, je ne sais pas ce que les autres en penseront, mais moi, je trouve que, honnêtement, c'est difficile. C'est très intéressant, moi je pense qu'il faut fonctionner comme vous l'avez montré, parce que c'est évident, c'est moins abstrait, je dirais, mais voilà. Moi je voulais intervenir quand même là-dessus. Alors, merci pour cette intervention. Alors oui, j'ai envie de dire bien sûr que plus le groupe est grand, plus c'est compliqué. C'est compliqué pour plusieurs raisons. Après, la bonne nouvelle, c'est que l'innovation met des contraintes. Si on n'a pas de contraintes, on n'a pas de raison d'innover. Ce qui a fait que on a autant travaillé l'automatisation, d'accord, bah, ça a été à un moment qu'on a arrêté les esclaves. Vous abolissez l'esclavage, à un moment, il va bien falloir autonomiser. Et au final, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec des pays qui sont plus productifs sans esclaves qu'avec des esclaves. Donc au bout d'un moment, on se pose la question réelle en se disant, mais finalement, est-ce que c'est pas une bonne chose d'être dans un environnement contraint? Parce qu'en réalité, ça nous oblige à nous reposer la question réelle de quel est notre rôle et comment est-ce que je peux faire mieux avec ce que j'ai. Et donc, à un moment, quand on a un grand groupe, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, premièrement, je vous inviterai à aller jeter un coup d'œil sur le concept de classe collaborative, qui permet en réalité d'affranchir l'enseignant de son rôle de juste gardien du temps, gardien du silence, gardien de blablabla, etc. L'enseignant, en réalité, il se retrouve dans une situation, quand il est en mode je donne mon cours, où en fait, combien de temps il donne réellement à chaque élève? Très peu. Parce qu'il donne beaucoup de temps à tous les élèves.
Mais sauf qu'en réalité, l'accompagnement d'un seul élève pénalise l'ensemble du groupe. Si maintenant on met en place un système qui permet d'apprendre au sein des groupes, le gros avantage c'est quoi? C'est que l'enseignant, il peut sortir de son rôle juste de gardien du silence, gardien du temps, et expliquer les choses, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tourner et se rendre compte justement des réelles difficultés des élèves. Et là, il peut aller donner du temps aux élèves qui sont en difficulté. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à oublier aussi? Parce qu'on part du principe que forcément, vu qu'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau par rapport au programme, forcément, les élèves ne savent rien. Si on donne la possibilité aux élèves d'apprendre en partie, ou de comprendre en partie avant, d'où l'intérêt du numérique d'ailleurs, quand vous arrivez dans le cours, vous avez une partie des élèves qui ont une partie de la connaissance déjà. Ça peut en faire des tuteurs. Et donc on peut essayer d'utiliser ces élèves-là pour finalement essayer de comprendre où en est la personne à côté d'elle. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de correction par les pairs. C'est un truc qui est pour un public plus âgé, qu'on utilise sur les MOOC. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au bout de quelques corrections par les pairs, les corrections qui étaient faites par les élèves étaient plus pertinentes encore que celles des profs. Pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, une fois que l'élève a compris en fait comment on évalue, l'avantage c'est qu'en réalité, par rapport au prof, il était dans la situation de l'autre il y a très peu de temps. Donc il sait comment il est passé d'une situation où il ne savait pas, il ne comprenait pas, à je comprends et je sais. Quand un prof va arriver, va passer et va se dire mais comment il a fait pour m'obtenir ce résultat-là, il va lui mettre 0. L'autre en face, il va être capable d'identifier l'élève, ah mais tiens, il s'est trompé parce qu'en fait là, il a pensé comme ça. Et donc au final, il est plus proche de lui donner une note qui correspond à son niveau de compréhension que l'enseignant. En même temps, c'est normal, ça fait combien de temps que vous les connaissez, les matières que vous enseignez? Donc pour vous, il y a toute une base qui paraît simple, logique, etc. Alors que pour l'élève, lui, il démarre, il débute, il a du mal à comprendre. Et donc finalement, plus on arrive à se mettre dans une position d'accompagnant, où on va être capable de venir le prendre à un endroit et de le faire monter, et surtout d'identifier ceux qui ont déjà compris, et plus finalement, on va arriver à mettre notre temps d'enseignement, qui est réellement le temps qui permet de faire monter quelqu'un en compétence, au bon endroit. Après, je ne sais pas si vous partagez ma vision, mais c'est comme ça que globalement je le vois. Une autre question? Je pense qu'on peut vous remercier. Merci bien.